Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer en citant un passage clé du discours entier. Édouard Glissant dit « J'appelle ici langage une série structurée et consciente d'attitudes face à de relations ou de complicité avec, de réactions à l'encontre de la langue qu'une collectivité pratique, que cette langue soit maternelle au sens que j'ai dit, ou menacée, ou partagée, ou optative, ou imposée. La langue crée le rapport, le langage crée la différence. L'un et l'autre aussi précieux. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la présence française de plus de 3 siècles dans les anciens comptoirs français de l'Inde, sous la direction d'Édouard Glissant à Cluny. Il s'agissait de déterminer si 3 siècles de présence française dans ces territoires avaient mené à quelque chose de nouveau et inattendu par rapport aux différences originelles. Et c'est ce que Glissant appelle la créolisation. Quand je faisais cette enquête pour ma thèse de doctorat, j'ai été préoccupé avec les difficultés de définir les critères pour cerner cette notion de créolisation. Après que j'avais complété ma thèse, ce passage que je viens de vous citer était un éclaircissement assez significatif pour moi. Parce que avec ce passage, j'ai pu établir une certaine équivalence entre les notions de langage et de créolisation. Comme il l'a défini dans ce passage, Édouard Glissant nous présente la notion de langage comme un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des variations. Et c'est seulement sous cet angle que j'ai bien pu comprendre cette notion de créolisation dans ce territoire. Ce passage donc nous permet de parler d'une manière beaucoup plus générale de la notion de créolisation. Le fait que que j'étais allé en Inde pour explorer cette idée démontre qu'il y avait une préoccupation avec l'idée de voir et de formuler la notion de créolisation au-delà des particularités et particularismes de la Martinique. En ce qui concerne, la notion de langage par rapport à la notion de langue, je peux
je peux vous citer Manmohan Singh, l'ancien Premier ministre de l'Inde, qui avait dit que la langue anglaise en Inde pouvait être vue comme juste une autre langue indienne. Ce qu'il voulait en réalité dire par rapport à ce passage, c'est qu'il y a la langue anglaise issue de la colonisation britannique de l'Inde et le langage anglais parlé par les habitants de différentes régions de l'Inde. Et il y a des variations, puisque quelqu'un qui parle l'anglais dans le nord de l'Inde la parle d'une manière assez différente que quelqu'un qui parle l'anglais dans le sud de l'Inde. Donc déjà, vous avez l'idée de variation ici. Et nous pouvons aussi remarquer que quand nous voyons la créolisation sous cet angle, ce n'est plus limité aux régions francophones et aux anciennes colonies françaises, et qu'on peut parler de la créolisation aussi dans les anciens territoires britanniques, comme par exemple en Inde. Dans ce passage, Édouard Glissant dit que le langage est une série structurée et consciente d'attitudes face à la langue. Donc, en ce qui concerne le créole en Martinique, nous pouvons dire que c'est une série structurée. Et par la série structurée, je suppose que Glissant voulait dire qu'il y a un lexique particulier et une syntaxe du créole. Mais en ce qui concerne les anciens territoires français de l'Inde, la situation est assez différente. Parce que la langue principale à Pondichéry, qui était le chef-lieu de ces comptoirs, la langue de communication était le tamoul. Et le tamoul est une langue avec une tradition littéraire, avec une tradition de littérature écrite très développée, qui a pu donc résister significativement aux Français. Et à cause de cette résistance, il n'y a pas eu d'apparition ou de développement d'une langue créole comme en Martinique. Il faut aussi dire qu'en Martinique, le développement, l'apparition du créole était le résultat de l'interaction entre une langue africaine, principalement orale, avec le français. Mais en ce qui concerne l'Inde, développement ou d'apparition d'une langue créole, nous pouvons parler d'une certaine manière d'une créolisation au niveau culturel. Et je voudrais vous donner un exemple dans le domaine culinaire. Le chef Praveen Anand, qui est
la star culinaire de Dakshin, qui est un restaurant à Sheraton Park Hotels and Towers à Chennai. Et c'est un des meilleurs restaurants en Inde. Et le chef Praveen Anand, il a, dans les récentes années, découvert la cuisine pondichérienne. Et pour lui, cette cuisine est assez différente de la cuisine de l'Inde, du Sud en particulier, et de la cuisine indienne en général. Dans la cuisine indienne en général, le goût, il y a un goût prédominant du masala. Mais selon Praveen Anand, dans la cuisine pondichérienne, les éléments indiens des repas sont combinés d'une telle manière que cette combinaison plaît le palais des Européens en général et des Français en particulier. Et il y a une originalité ici. Glisson définit la créolisation comme une interaction d'éléments de culture hétérogènes menant à un résultat nouveau et inattendu. Mais dans cette situation-ci, il n'y a pas d'interaction entre des éléments de culture hétérogènes. Ce sont seulement les éléments indiens où il y a une interaction. Mais c'est par rapport à un élément extérieur qui est ici l'élément français. Donc, ce n'est pas exactement une créolisation selon la définition de Glisson, mais il y a certainement une créolisation ici, puisque nous avons quelque chose de nouveau et inattendu. C'est seulement le genre d'interaction ici qui est différent de l'interaction mentionnée par la définition de Glisson. Donc, en ce qui concerne le microcosme de l'archipel francophone en Inde, la notion d'archipel est une notion relative. Donc, quand on parle du discours pondichérien, c'est un discours, on peut parler de ce discours seulement en relation à une certaine vision globale de l'Inde comme nation. Et en Inde comme nation, vous avez une multitude de langues et de cultures différentes. Alors, pour définir et cerner la notion de créolisation, il faut établir une relation entre le discours pondichérien qui a comme élément principal la langue tamoule, avec le discours, disons, indien. Dans le nord de l'Inde, ce discours est dominé par la langue, par le hindi, qui est la langue principale du nord de l'Inde. Et nous pouvons aussi le mettre en relation avec la langue principale de l'héritage colonial, qui est l'anglais, et en fin de compte le français.
À part ça, vous avez les différents dialectes et les autres cultures indiennes. Euh, alors, c'est seulement en relation à ces éléments de culture et de langue que nous pouvons véritablement parler d'une créolisation dans les anciens territoires français de l'Inde. Mais pour revenir au passage que j'ai cité de Glisson, la notion de langage avec ses variations et ses ambiguïtés est un outil pour mieux cerner la notion de créolisation. Le discours entier est un ouvrage énorme et cela prendrait des heures pour parler des autres aspects de cette œuvre. Mais je voulais partager mon observation à partir de ce passage et je voulais aussi vous communiquer quelques résultats de mes recherches en ce qui concerne les anciens territoires français de l'Inde. Je vous remercie de votre attention. Merci. Chers collègues, chers amis, je suis très honoré de participer à ce colloque international autour du discours entier en tant que traducteur japonais. Actuellement, le lecteur japonais peut lire 6 livres de Glisson en sa propre langue. La lézarde, la case de commandeur, poétique de la relation, introduction à une poétique du divers, Faulkner, Mississippi et traité de tout le monde. Cette liste n'est pas terminée parce que l'on continue à traduire ces autres ouvrages tels que le IVe siècle, Malmort, Margoni ou bien Croix de Lamentin. Les textes de Glisson se diffusent ainsi dans le Japon et ils nous permettent de rêver un autre monde possible. J'aimerais parler aujourd'hui très rapidement de la traduction d'Édouard Glisson en japonais et la réception du discours entier au Japon. Mais avant cela, je vous évoquer les 3 voyages d'Édouard Glisson à notre archipel. Le premier voyage date de 1982 pour le travail de l'UNESCO. Presque 15 ans plus tard, il est invité en tant que conférencier lors du colloque international fait à l'Université de Tokyo en 1996. Son texte est repris dans Traité de tout le monde. C'est le deuxième voyage. Pour sa 13e visite en 2001, un an après la publication en japonais de Poétique de la relation et de la Traité de tout le monde, Glisson donne des conférences à Tokyo et réalise la rencontre avec Shuichi Kato, un des intellectuels représentatifs du Japon post-Deuxième Guerre mondiale. Cette rencontre fructueuse est diffusée à la télévision dans le cadre d'une émission de la NHK, entreprise publique japonaise. Je ne sais pas si Glisson s'intéresse vraiment à la culture japonaise, mais on peut dire que sa présence impressionne le public japonais et ses textes vont l'attirer désormais dans la perspective de tout le monde. Néanmoins,
On peut trouver aussi quelques traces de glissant dans les écrits japonais avant sa découverte du Japon. En effet, la première traduction du texte glissantien en japonais remonte à 1965 dans une revue consacrée à la poésie. C'est un extrait des Indes. Ce n'est pas étonnant de le trouver quand on sait que son poème en extrait des Indes, les Indes, fait partie d'anthologie de la poésie nouvelle de Jean Paris, avec les poèmes d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor et de Katebuya Shin. Cela témoigne la première réception du glissant au Japon. On peut dire que c'est une réception dans le cadre de la littérature française. La deuxième trace est répétée dans le texte d'un auteur qui s'appelle Takeshi Ebisaka, connu par la traduction en japonais de Frantz Fanon, ainsi que son ouvrage biographique consacré à ce psychiatre martiniquais. L'an 1981 marque non seulement l'apparition du discours entier, mais aussi le 20e anniversaire de la mort de Frantz Fanon. Takeshi Ebisaka, invité du colloque mémorial de Fanon en Martinique, se rend à Fort-de-France et fait une communication autour de la réception de Fanon au Japon. En rapportant ce voyage en Martinique, il mentionne le discours entier qui vient de paraître et il présente aussi la notion d'antianité. Takeshi Ebisaka publie ce texte en 1982, repris dans son livre intitulé Identité d'une culture hybride en 1986. C'est la deuxième réception dans le contexte, si on peut dire, fanonien. La troisième étape est marquée par le succès mondial du mouvement de la créolité. Dans les années 1990, beaucoup d'œuvres littéraires des Antilles sont traduites en japonais. L'éloge de la créolité, les lettres créoles, Tekisako de Patrick Chamazo, Eau de café de Raphaël Confiant, La vie scélérate de Malise Condé, etc. Ainsi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Pratique de la relation et Traité de tout le monde sont publiés en 2000. Concernant le discours entier, je voudrais vous témoigner une réunion des recherches autour de ce livre à Tokyo. Cette réunion visait à lire ensemble le discours entier organisé par Hidehiro Tachibana. Nous avons lu et analysé ces textes rassemblés du discours entier. Nous nous sommes régulièrement réunis une fois par mois pendant 5 ans. Maintenant, je voudrais parler de la traduction du discours entier. Le projet remonte à 2001 lors de la visite de Glissant au Japon. Trois traducteurs qui avaient presque le même âge que moi plaisant ont promis à Édouard Glissant de traduire ce livre monumental. À cette époque, j'étais étudiant en master. Je me souviens de Sylvie Glissant qui s'assoyait devant moi lors du dîner appelé la conférence d'Édouard Glissant à l'université Hitotsubashi. Les traducteurs japonais examinaient tout d'abord une version partielle du discours entier selon les deux versions précédentes, anglaise et allemande. Ils sont sa traduction d'extrait, mais pas le même contenu. En y réfléchissant, sans doute
en reposant sur l'opinion de l'auteur, les traducteurs ont décidé de respecter la version allemande. Mais ce projet n'avançait pas bien à cause de leurs autres travaux. 10 ans après, un des traducteurs a passé le relais à moi. C'était en 2012, je pense. Ainsi, une nouvelle équipe de traducteurs s'est organisée. On a divisé le discours entier en 3 parties, puisque l'on était 3. Nous avons aussi décidé de traduire tous les textes composés du discours entier. On a rêvé une naissance de la version complète du discours entier en japonais. Actuellement, notre travail est presque fini et le livre sera normalement publié en hiver de cette année. Alors, quelle est l'expérience de la traduction du discours entier en japonais? Vous estimez sans doute que c'est un travail extraordinaire parce que c'est une expérience de passage d'un système de signes à l'autre. Ce passage du français au japonais accompagne toujours des difficultés. Généralement, on ne peut pas implanter directement la sonorité du texte original dans notre langue. Quand on traduit la poésie française et francophone, par exemple, il s'agit de traduire dans le contexte de la langue japonaise la signification du texte avec pertinence. Il y a donc 2 choses à exiger: la lecture attentive du texte original et la richesse d'expression en japonais. C'est la vocation du traducteur japonais en général. Mais quand on est face au texte de glissant, on se heurte à la difficulté spécifique qu'il porte, car ces mots pleins d'opacité résistent essentiellement à la compréhension en surface. On pourrait dire, surtout quant au discours entier, que sa pensée exprimée échappe à la mesure rationnelle fondée sur le savoir occidental. Mais au-delà de cette complexité glissantienne, je pense que l'élément le plus important consiste en un écoute attentif de la voix de l'écrivain. Il s'agit de faire habiter sa voix dans le texte traduit. Bien sûr, Glissant ne connaissait pas le japonais, mais conscient de la plaisance de toutes les langues du monde, Glissant dit que l'on ne peut plus écrire une langue de manière monolingue. On est obligé de tenir compte des imaginaires des langues. Je souhaite que ce voix résonne dans la version japonaise du discours entier. Je vous remercie de votre attention.